Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à nos programmes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le premier numéro de votre matinale Quinquiliba de cette semaine. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Les chroniques du lundi seront au rendez-vous. Nous parlerons sport avec Abdoulaziz Ban et les tendances du moment, c'est avec Toumane. Un invité en plateau jusqu'à 8h, Alioune Badara Kane vous présente son profil dans un petit moment. Et nous vous invitons à réagir sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1, à profiter de ce temps d'antenne pour interroger nos chroniqueurs, notre invité ou à revenir sur les sujets d'actualité qui vous intéressent en ce moment. Les capsules habituelles du lundi, c'est bien sûr la gym avec le coach Tandara. Après 7h30, je vous proposerai de regarder le bulletin d'info de votre matinale Quinquiliba. Le sommaire est complet. Je vous invite donc à bouger en salle avec le coach Tandara. Dans un petit moment, l'équipe vous retrouve en plateau pour la suite. Bon début de journée à toutes et à tous et à tout de suite. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. On a l'habitude de faire les lundis le cardio. Alors, exceptionnellement, mesdames et messieurs, ce lundi, nous allons vous proposer de la proprioception. Alors, ceci en vue de préparer le pèlerinage à la Mecque pour ceux-là qui iront justement au lieu saint de l'islam. Mesdames et messieurs, encore une fois, suivez bien, puisque la prospection, c'est vrai que vous aurez plusieurs ateliers. Et donc, le coach Bou, mesdames et messieurs, va vous dire exactement tout le fondement de cet exercice. On va y revenir tout à l'heure. Alors, salut à tous et merci encore une fois d'être fidèles à votre émission Quinquiliba. Alors, cela dit, coach Bou, c'est à vous. Bonjour mesdames et messieurs, nous revoici, c'est lundi, en tout début de semaine. Donc comme l'a si bien dit coach Tandara, exceptionnellement, on va vous proposer la proprioception donc, pour préparer nos pèlerins. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce qu'on appelle les troubles d'équilibre. Donc pour eux, il faut des fois leur faire travailler ce qu'on appelle la proprioception pour qu'ils puissent retrouver cet aspect ou bien cette qualité de proprioception envers leur qualité physique. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi des exercices qu'on va faire au sol qui sont adaptés et des exercices aussi qui sont un peu dans le niveau avancé avec le bossy-ball. Parce que vous savez, si vous parvenez à pouvoir travailler ce qu'on appelle votre proprioception, savoir situer dans l'espace votre corps et de pouvoir le contrôler avec le nombre encombrant que vous pouvez trouver à la Mecque, avec les distances que vous devez marcher, vous n'aurez pas de problème pour ça. Donc, raison de plus, on a proposé des exercices qui vont faire travailler cette notion de proprioception envers vous. Merci, on se donne à tout à l'heure. Champions, souvent, ont des difficultés avec cet engin, mais l'essentiel, c'est d'avoir justement cette bonne maîtrise, mais aussi une bonne respiration. Et donc, le rythme respiratoire, inspiration, expiration. Alors, vous avez, mesdames et messieurs, une petite idée sur ce travail qui vous attend, puisque c'est là qui vont vers les lieux saints de l'islam. Vous avez retenu quelque chose. Merci, coach Bou. Alors, j'espère bien que vous avez bien vu les propositions d'exercices. C'était ça qu'on vous a proposé comme des exercices de proprioception. Vous pouvez le faire à la maison. Donc, il y a l'option au sol. Vous pouvez le faire aussi sur le bossy-ball si vous avez à la maison. Donc, les propositions sont à vous. Essayez de le pratiquer. Pour vous qui devez aller qui ont tenté ou bien qui vont tenter plutôt d'aller à la Mecque, ça sera pour vous et essayez de le pratiquer. On se donne le rendez-vous demain, Inch'Allah. Et très bonne fin de journée à vous qui nous suivez. Merci. Voilà, merci coach Bou, comme promis. Alors, on a l'habitude de dire chose promise, chose due. Ça s'est très bien passé. Et je pense que les futurs âges et les futurs élages, les hadjis, en tout cas, seront très ravis de poursuivre surtout ces explications, ces exercices, puisque tellement important, encore une fois. Alors, j'espère que vous avez bien retenu et que vous avez bien aimé. Mesdames et messieurs, le rendez-vous, Inch'Allah, demain. Merci coach Tandara et à demain bien évidemment. Merci également au coach Bou. Bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant.
Nous sommes en direct et ce jusqu'à 8h. On accueille maintenant ensemble l'équipe du jour, Alioune Toumani Bane et nos invités. Notre invité particulièrement de ce lundi matin s'installe un plateau pour vous. Merci encore une fois de nous choisir, de votre curiosité, celle qui vous emmène à nous écrire également sur nos plateformes digitales. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Sarah. Le week-end, mon cher Bane, comment ça s'est passé? Ah oui? C'est bien au niveau de... J'étais à Pire. La joué au foot. Dès qu'il m'a dit très bien, j'ai pensé. Aller à Tivaouane, jouer au football, faire un match nul avec des joueurs de Navetan. C'est bien, c'est un week-end rempli. Très bien. C'est une victoire finalement. Tout à fait, c'est une victoire. C'est ce que j'appellerais un bon week-end finalement. Toumani, comment vas-tu? Je vais super bien. Ça va, ton week-end, ça a été aussi ça a été moins super. mouvementé, j'imagine. Si, plus ou moins, vu que j'étais à la retraite. À la retraite, c'est toujours mouvementé, il y a beaucoup d'énergie. Et pendant ce week-end, j'ai été très heureuse de voir que tu as eu un sargal. Et Oui, félicitations. merci. Alors ça a illuminé un peu mon Merci, week-end. merci, c'est gentil. C'est vrai que j'ai reçu un trophée Sargal au Only Woman Awards ce week-end, donc je voudrais remercier les organisateurs. Je pense qu'on a l'image. Ah, bon, ça, je ne savais pas par contre que vous alliez mettre ça à l'antenne. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations et plein succès. Hein. Merci. Voilà, merci de nous accompagner, d'accompagner les Sénégalais tous les matins avec Kenkeliba. Vraiment, c'est un honneur aujourd'hui de partager ce plateau avec toi et puis très honoré La grande Sarah Louia. que la grande Sarah Louia. Je suis émue, je pleure très vite. Hein. Ah oui, Attention, on doit aller jusqu'à 8h. Oui, s'il te plaît, parce que là, j'étais très surprise déjà qu'on m'ait choisi pour recevoir ce prix parmi les femmes les plus inspirantes, celles qui motivent, comme une femme modèle finalement pour tous les autres, parce que comme j'ai dit dans les médias, on est nombreuses, donc choisir, c'est éliminer certaines aussi en même temps, donc c'est vraiment une fierté. Merci aux organisateurs. Non, mais un choix mérité. Hein. Ouais, je pense que voilà, ils ont été vraiment très regardants sur les critères, parce qu'il faut vraiment relever le niveau d'exigence Surtout. pour offrir des modèles à aux plus jeunes, surtout à la gente féminine. Je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux que toi pour recevoir ce prix, en tout cas pour ce qui concerne les dames qui sont dans les médias. C'est un grand honneur. Félicitations. Pour Kenkeliba, mais pour aussi et surtout pour la RTS. Hein. Voilà, qui regorge de talent, hein, de grandes présentatrices, et vous en faites partie. Et c'est véritablement un honneur, je ne cesserai de le dire. Voilà, c'est un honneur pour tout Kenkeliba. Et c'est quoi? C'est la énième distinction, hein, on va le dire. Voilà, pour elle, pour Kenkeliba. Donc vraiment, bravo. Bonne continuation. Et la prochaine lauréate, certainement, elle est là, en face de nous. Une autre grande dame également. Sans compter celle aussi, en tout cas reçue, je pense, Anta Seka, voilà, de la part de la diaspora. Hein, voilà, comme quoi, vraiment, la qualité, voilà, elle est bien là. Machallah. Vas-y. Saluer le message de monsieur. Vraiment, quand j'ai lu le message, j'ai été très content de voir que derrière chaque grande dame, il y a un grand monsieur derrière. Tout à fait. Il l'a démontré à travers ce message très important, très poignant aussi, hein, ça inspire. C'est pas évident de laisser chaque matin ses enfants et son mari pour venir faire Kenkeliba. Moi, je suis encore célibataire, mais moi, j'imagine un peu comment tu t'organises. Elle va me poser. Votre statut matrimonial a dû rester secret. Ça va bientôt changer. Là, mon téléphone va exploser. En tout cas, félicitations. Je sais qu'à l'échelle internationale, c'est vraiment bien d'être reconnu à l'échelle internationale. Mais il faut d'abord être reconnu par ses siens. L'Afrique a pris peut-être du temps à reconnaître justement ses siens. Et ce genre d'organisation, de distinction, encourage également les organisateurs parce qu'ils ont eu l'initiative. Et ça commence par nous et ensuite le monde va suivre. Inch'Allah. C'est important. Merci beaucoup. Je suis honorée d'être entourée par des gens aussi gentils, aussi chaleureux que vous. Et je dédie justement cette distinction à tout le monde, à l'équipe, à la RTS, aux téléspectateurs, grâce à qui nous continuons évidemment ce travail. Et comme je disais moi-même, eh bien, nous continuerons tout simplement à travailler avec acharnement pour aller beaucoup plus loin et continuer à vous servir humblement. Je peux refermer la parenthèse? Merci beaucoup. Allez, les sujets de ce matin.
matin dans vos différentes chroniques. Mais avant, je laisse Alioune Badara Kane présenter notre invité à nos téléspectateurs. Alors, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un réalisateur très engagé, parce que panafricaniste, convaincu, raison pour laquelle il a jugé opportun d'organiser cette masterclass, une masterclass donc dédiée au cinéma dans son ensemble, mais surtout le cinéma africain, sénégalais, j'imagine aussi. Donc, cinéma, soft power et souveraineté. Il sera beaucoup question donc de l'influence à travers le cinéma. Des pays l'ont démontré, l'ont réussi. Je peux donner l'exemple de l'Inde avec Bollywood, qui a permis à ce pays-là aujourd'hui de rayonner et d'être une puissance émergente qui s'affirme grâce à son cinéma. Également, pas trop loin du Sénégal, donc avec Nollywood. Pourquoi pas un Sénéwood aussi. Donc, je ne sais pas moi, un pendant de Nollywood ici au Sénégal, pour que notre pays aussi puisse s'affirmer, puisse être beaucoup plus une puissance émergente et que son influence puisse dépasser les frontières donc, du continent africain. D'ailleurs, les pères fondateurs du cinéma ici en Afrique l'avaient bien compris. Je peux donner l'exemple de Sembène Ousmane, qui certes, c'est un homme de plume, mais par la suite, il a laissé la plume de côté pour prendre donc, la caméra, parce que pensant qu'avec la caméra, l'effet serait beaucoup plus immédiat. Et c'est ce qu'il a réussi. Aujourd'hui, ces chefs-d'œuvre, en tout cas, sont entrés dans la postérité. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons, la pertinence de ce choix, comment le cinéma pourrait-il supporter l'Afrique pour qu'elle puisse véritablement aussi une voix qui compte à l'échelle internationale. Donc on abordera tout cela dans la partie qui vous sera consacrée. Est-ce que j'ai donné son nom? Je pense pas. Chérif Asfati, réalisateur. Voilà. Merci d'être sur le plateau avec nous. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Et c'est un honneur d'être parmi vous. D'abord, j'en profite pour vous féliciter. Merci beaucoup. Pour le prix. Et ça fait toujours plaisir pour le Sénégal qui gagne et le Sénégal qui rayonne dans le monde, pour les médias et pour le cinéma aussi. Et nous aussi, de notre côté, on essaie de pousser en tout cas pour que les choses bougent et qu'on essaie de représenter le Sénégal un peu partout dans le monde. Quand j'ai vu votre nom hier sur le conducteur, j'imaginais que vous étiez d'un certain âge. Et je me rends compte qu'en fait, les jeunes aujourd'hui, c'est ça, c'est l'espoir. C'est les jeunes qui s'affirment tout simplement. Et notre président est très jeune d'ailleurs. Je pense qu'on devrait faire plus de place justement aux jeunes pour voir à quel point ils peuvent transformer notre pays. D'ailleurs, les Only Woman Awards, c'est un jeune, Seydou, à peine la trentaine, qui organise justement cette initiative-là pour primer les femmes. Donc, il y a de la chute dans les idées. L'important, c'est de pouvoir soutenir justement ces initiatives-là. En tout cas, merci d'être sur le plateau avec nous ce matin. Toumane, les tendances ce matin, ce sera? Alors ce matin, comme l'invité parlait juste de représenter un peu l'Afrique partout, bien le Sénégal, ce matin, on va aller en France et on va à la découverte justement de Miss Sénégal France, une ambassadrice de la culture africaine et sénégalaise en particulier. On va faire son portrait, mais aussi revenir un peu sur ses projets et ses activités en tant que Miss Sénégal en France. Très bien. Ban, le sport ce matin? De la Ligue 1, avec les résultats de la 21e journée, également de la Ligue 2 qui a disputé sa 21e journée. Parler également de randonnée pédestre avec les Saint-Syriens qui ont donc organisé une randonnée hier à Dakar, dans les artères de la ville. Mais également parler de lutte avec ce combat entre Aline Sey numéro 2 et Quench battu par KO. Très bien. Dans un moment, on revient en détail sur tous ces sujets. Je voudrais inviter encore une fois nos téléspectateurs à les commenter avec nous sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook RTS1. Avant cela, intéressons-nous à un sujet d'actualité. Vous le savez, ce week-end, la 83e édition du Dakar de Médina Gounass a été officiellement lancée. Eh bien, des milliers de pèlerins, des centaines plutôt de pèlerins vont converger justement vers Médina Gounass. C'est une retraite spirituelle pendant 10 jours. Eh bien, séance de prière et de dévotion également pour tout simplement renfermir sa foi, j'allais dire, parce que c'est également une démarche de foi. Les autorités ont rassuré quant aux conditions d'organisation et de tenue de cet événement. Vous voyez justement à l'image la cérémonie officielle et évidemment quelques pèlerins que nos équipes ont eu à interroger. Une démarche importante, bien évidemment, une cérémonie importante également. Le Dakar de Médina Gounass. Alors, j'aurais peut-être insisté sur certains aspects. C'est la spiritualité, mais au-delà, la sécurité, l'hygiène, l'eau également.
eh bien, c'est des conditions essentielles pour permettre aux pèlerins de pouvoir passer tout simplement ces quelques jours de dévotion et de prière et de recueillement dans d'excellentes conditions. Ce rendez-vous qui a fini par réunir au-delà de nos frontières, puisqu'il y a des pèlerins qui nous viennent de la sous-région, mais même au-delà de l'international pour pouvoir participer à cet événement importantissime. Alors, messieurs, vous avez probablement suivi cela. Commentaire aujourd'hui sur cette 83e édition du Dakar de Médina Gounass. Alioune, d'abord. Alors, comme tu l'as dit, c'est une zone particulièrement ouverte aux autres pays, parce qu'on est dans une zone frontalière avec pas mal de pays qui nous entourent. La Gambie, qui n'est pas trop loin de Médina Gounass. Vous avez la Guinée-Conakry également, la Guinée-Bissau, et même le Mali, qui n'est pas trop éloigné donc de Médina Gounass, parce que par, bien sûr, Kolda, vous pouvez bifurquer par Kédougou, et de Kédougou, vous êtes donc en territoire malien. C'est pour vous dire pratiquement que c'est un peu donc l'Afrique de l'Ouest qui se donne rendez-vous à l'occasion de ce grand rendez-vous donc spirituel qui marque voilà, la grandeur d'un homme, le grand Thierno qui a quitté le Fouta à l'époque pour venir dans cette partie sud du pays. Donc on pense qu'il est originaire de Médina Gounass, du tout, il est plutôt originaire du Fouta Toro, mais cela démontre aussi, voilà, donc ces qualité exceptionnelle du peuple sénégalais, tous les peuples qui composent la nation sénégalaise, c'est-à-dire le sens de l'hospitalité. Il a été tellement bien accueilli que finalement, il est resté à Médina Gounass, et aujourd'hui, Médina Gounass est considéré comme même le fief de sa famille. Or, nous sommes là en territoire donc Fouladou, dans le Fouladou, mais aujourd'hui, les populations ont quand même fini de l'adopter, de le couver jusqu'à ce qu'il puisse aujourd'hui rayonner à travers donc ce Dakar qui est une retraite spirituelle, une des plus mémorables à travers le monde, parce que quand même vous êtes véritablement dans l'anéantissement de soi, vous êtes éloigné de tout ce qui est mondanité, vous êtes vraiment dans la dévotion, dans la pratique religieuse. Ça, je crois que il faut avoir une foi inébranlable pour le réussir. Et pendant 10 jours. Et c'est ce qu'ils font. Ils font preuve d'endurance. On connaît un peu la zone. C'est une zone où vraiment à ce moment de l'année, il fait excessivement chaud. Certes, il y a beaucoup d'arbres et tout, mais quand même, n'empêche, le climat n'est pas du tout propice à une telle retraite. Et malgré tout cela, donc, il relève ce défi-là et depuis des années et des années. Aujourd'hui, par la force des choses, c'est l'un des événements religieux les plus marquants, les plus grands donc, de ces pays. Et l'État, bien sûr, est là pour jouer sa partition, pour remplir sa mission régalienne, qui est de s'occuper donc de la sécurité de tout un chacun. Et on sait qu'aujourd'hui, donc, tous les chemins mènent vers Médina Gounass. Les pèlerins donc, viennent de partout. Donc, il y a un cordon sécuritaire qui est bien sûr mis en branle. Il y a également les autres services de l'État qui remplissent aussi leur mission. La Sénélec, on l'a vu, avec toutes ces opérations qu'elle est en train de mener sur place, avec le reportage donc, de Tchoradien de RTS Tamba. Donc je pense que dans l'ensemble, les services de l'État sont bien rompus à la tâche pour que l'événement puisse véritablement se dérouler dans des conditions les meilleures. On se souvient de la tragédie de l'une des éditions, avec malheureusement ce sinistre-là, cet incendie qui avait coûté la vie à pas mal de pèlerins. Mais je pense qu'on est sorti grand donc, de cette épreuve avec une somme d'expérience assez forte. Et aujourd'hui, donc, cela permettrait d'amoindrir les risques et de prendre les devants. Donc on en profite pour souhaiter un bon pèlerinage à l'ensemble des pèlerins, mais aussi demander à ce que le Seigneur puisse agréer, en tout cas, toutes les prières qui seront formulées durant ces 10 jours pour un Sénégal de paix, un Sénégal de prospérité. Tout à fait. C'est bel et bien possible, d'autant plus, comme l'avait dit Ibou, à l'heure actuelle, le peuple nage dans le bonheur. Et donc, que ce bonheur-là soit qu'il soit contagieux. Voilà. C'est ça. Tu as parlé de sécurité, c'est important. Sur les lieux également, tu rappelais malheureusement ces événements tragiques qu'on n'a pas envie de revivre. Je pense que l'État a tiré toutes les leçons qu'il fallait de ces événements-là, et les conditions aujourd'hui sont... en tout cas, les conditions sont réunies pour que les pèlerins puissent être dans d'excellentes conditions. Je parlais d'eau également, c'est important. Tu as dit le directeur de la Sénélec, l'électricité, l'eau aussi avec l'eau fort, le directeur qui était sur place également. Ça aussi, c'est important pour un bon pèlerinage. C'est très important parce que j'ai eu à couvrir le Dakar à 2 reprises. En étant à Ziguinchor, on venait comme Kolda fait partie toujours de la RTS 4, venir au Dakar de Médina Gounass. Déjà, quand vous rencontrez, quand vous faites des avant-papiers, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui,
que ce sont des Sénégalais, à l'image du Magal, qui viennent de partout, viennent d'Europe, qui viennent du Fouta, de partout dans le monde pour venir au Dakar de Médina Gounass. Donc déjà, il est important de fédérer tout cela, de permettre à ces personnes-là d'avoir beaucoup d'eau, d'avoir beaucoup plus de sécurité, d'avoir beaucoup plus de choses à faire au niveau du Dakar de Médina Gounass. Parce que déjà, le lieu, il est sacré, il est un peu éloigné de la ville. Et il faudra, pour certains, faire des kilomètres pour aller directement au niveau du Dakar pour pouvoir prier déjà pour le Sénégal, parce que ce sont des prières qui sont très importantes pour le pays, très importantes pour le monde, pour l'Afrique, mais également pour le monde. Donc il faudra, pour ce monde-là, permettre à ces gens-là d'avoir beaucoup plus d'eau, parce que déjà il fait très chaud là-bas, très chaud et sec. L'accès à l'eau aussi. Voilà, l'accès à l'eau est important, l'électricité. Voilà, déjà, comme Alim l'a dit tout à l'heure, vous êtes éloigné de tout ce qui est mondain, modernité et autres. Et là, vous avez besoin de cette spiritualité, de ces prières-là, pour pouvoir mener à bien ces prières-là, pour prier pour le peuple sénégalais et pour prier pour l'Afrique et le monde entier. Les services sociaux de base. Tout manière, un commentaire très rapide. Alors, cette retraite spirituelle montre encore un peu la place qu'occupe l'islam ici au Sénégal. Plus de 95% des musulmans et pas mal de musulmans aussi qui quittent leur pays, qui ne sont pas sénégalais, qui viennent ici au Sénégal justement, suivant les localités. Ici, chaque Sénégalais, que ce soit sa confrérie ou bien par rapport justement à la région où il habite, fait de telle sorte que essaie plus ou moins de beaucoup plus se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc à nous un peu ou bien aux autorités, au peuple quand même, parce qu'on y retrouve également des gens qui habitent aux alentours, de mettre à la disposition justement de ces, comment on dit, disons ces fidèles, tout ce qu'il faut justement pour 10 jours, c'est long, bien c'est peu, bien au-delà de l'État, nous aussi en tant que Sénégalais, bien acquérir justement ces fidèles qui sont là pour prier Allah, et finalement ils prient pour tout le Sénégal, c'est-à-dire pour nous, pour ceux qui sont là-bas également. Très bien. Chérif As Fati. Moi, je fais que, disons que je vais rejoindre tout le monde sur ce même élan, pour essayer d'inviter les Sénégalais, en tout cas, à identifier des rendez-vous religieux. En fait, ça fait partie. Je peux dire ça même, ça rejoint même le soft power dont on parle. Ça rejoint l'identité du Sénégal, le tourisme religieux. Inviter pour que les gens comprennent le sens de ces événements et comment c'est important pour les Sénégalais et le rôle que ça joue dans l'unité et la cohésion de la société. Tout à fait. Vous avez parlé de tourisme religieux. Aujourd'hui, le pèlerinage au lieu saint de la Mecque, c'est ce qui vend véritablement cette destination-là. On a le Magal, on a d'autres événements également. Il y a le Mauloud. Au-delà, il y a cette retraite spirituelle à Médina Gounass et bien d'autres événements. Le pèlerinage marial de Poupanguine également. On est un pays de foi, il y a de nombreux rendez-vous religieux et donc le tourisme religieux devrait aussi pouvoir occuper une place importante dans ce qu'on peut appeler les événements qui vendent la destination Sénégal. Merci pour ces commentaires ce matin. On souhaite encore une fois un bon pèlerinage à tous les fidèles qui sont à ce moment à Médina Gounass. Quelqu'un dans l'équipe Bon, j'en y aller ou pour... pas? Ah, ok, je pensais que c'était juste pour des souhaits à vas-y. de certains membres de la famille. Bon, à mon oncle Amadou Ndim, qui est certainement sur les lieux déjà, ou bien peut-être en partance pour Médina Gounass, qui quitte le Fouta. Plus précisément Baladi, donc le village de ma chère grand-mère, donc Adja Hawadja. Donc je lui souhaite un excellent pèlerinage. C'est ça. Évidemment, à tous ceux qui sont en ce moment, priez également pour nous. On avance sur le conducteur. On va revenir pour parler des questions de sécurité avant la fin de cette émission, parce que malheureusement, la semaine dernière, on a un tout petit peu effleuré le sujet. Il y a eu encore un accident de la circulation à Tambacounda qui a coûté des dizaines de vies en Endance. 14 décès, c'est horrible, c'est beaucoup. Il faut qu'on s'arrête encore une fois pour sensibiliser. On en reparle avant la fin de cette émission. En attendant, passons à la chronique sport avec Abdoulaziz Ban.
Alors, mon cher Ban, on va démarrer avec le football, bien évidemment. Tout à fait. La Ligue 1. Avec les résultats de la 21e journée de Ligue 1, l'Union sportive de Ouakam a été battue par Dakar Sacré-Cœur 1-0. Linguère de Saint-Louis et Guédiawaye Football Club ont fait match nul 0 but partout. Le Stade de Mbour qui domine l'Union sportive de Gorée 1-0. Génération Foot, Casa Sport pour la première manche ont fait match nul 1 but partout. Teungueth Football Club qui domine Sonacos 1-0. Diamono de Fatick battu par Diambar 4-3. AS Pikine battu à domicile également par le Jaraaf de Dakar 1-0. C'était de très bons matchs. Oui, de très bons matchs. Ouais. J'ai même vu un post d'un bon ami à moi, Sidi Talla, qui disait comment est-ce que le Jaraaf peut venir battre Pikine à domicile. Et comme sa femme est de la Médina, il a dit ce soir tu rentres chez toi. Ça m'a tellement fait rire. Rachou et Sidi Talla, allez regarder, c'est tellement marrant. Malgré tout, le Jaraaf a résisté. Le Jaraaf a résisté. Il a fallu un très bon Tendeng, très inspiré, une talonnade dans la surface de réparation pour faire une passe décisive à son attaquant qui n'avait besoin que de tirer au but et d'inscrire l'unique but de cette rencontre face à l'AS Pikine. C'était très tendu dans le chaudron de Digo. Voilà, mais heureusement, tout est bien qui finit bien. Le Jaraaf est venu reprendre sa deuxième place avec le match nul de Guédiawaye FC. Le Jaraaf qui bat l'AS Pikine 1-0. C'est ça. Et qui revient à la deuxième place du championnat. Et Casa Sport et Génération Foot, finalement. Partout. Casa Sport. L'année passée, nous, on était pour Génération Foot et vous, Casa. Ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul, mais c'est Génération Foot qui était devant. Ensuite, ils se sont fait rattraper tout simplement. En deuxième mi-temps, ils étaient complètement inexistants. Oui, Casa Sport a égalisé en seconde période avec une équipe de Génération Foot, comme vous l'avez dit, inexistante. On les a pas reconnus en seconde période. Le discours, peut-être, à la pause n'est pas bien passé pour les joueurs. Donc, ils ont pu... À 2 reprises, il y a eu un coup franc de Jean Côté Gomis sur la barre. Un deuxième coup franc inscrit par le Casa Sport en seconde période, ce qui a permis au Casa Sport de revenir dans ce match-là. Et que le Casa Sport pouvait gagner même ce match-là. Mais comme on dit, on a ces attaquants-là, à la Nicolas Jackson, ça rate beaucoup d'occasions devant lui. Oh là 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 là. Pourquoi c'est Nicolas Jackson que moi j'aurais choisi quelqu'un d'autre? Je ne veux taquiner personne ce matin, mais il y a des gens qui nous ont donné des palpitations. Ismaël Aouzi nous a raté des occasions. À cette liste, Ismaël Sarr. Ah oui. Vous savez, bon, Ismaël hier face à avec l'OM, Ismaël Sarr. Même Sadio a raté certaines occasions. Certes, il a marqué beaucoup de buts. À la Cannes. Il n'est pas trop clinique aussi. Je pense que ça, c'est un mal. Dernièrement, il a raté un penalty. Oui, non, le penalty avec Sadio Mané. Chaque fois qu'il tire, tout le peuple tremble. Il s'est rattrapé quand même. Il s'est bien rattrapé quand même. Avec un doublé. On a tous peur. On a tous peur quand même. C'est normal, après les tirs au but, c'est pas évident. Il n'est pas au calme quand il exécute un penalty. C'est pas évident. Comme les très très grands dans les plus 600, mais il restera quand même le plus grand joueur sénégalais de l'histoire. Les faits le démontrent suffisamment. Mais je pense à ce niveau, il y a beaucoup de travail à faire. Je crois qu'il faudrait même, pourquoi pas, dédier un centre à nos attaquants. Parce que nous ne sommes pas du tout tueurs. Nous ne sommes pas suffisamment tueurs dans la surface adverse. Ça, c'est un mal qui est récurrent dans le football sénégalais. Prenez l'histoire de notre football. On a un grand attaquant peut-être une fois tous les 10 ans. 10 ans. C'est assez familique. Après l'épisode Jules-François Bocandé, nous sommes restés très longtemps avant d'avoir un attaquant qui puisse au moins marquer 15 buts par année, par saison. Il a fallu après, peut-être Moussa Sow, si je ne me trompe pas. De Jules-François Bocandé à Moussa Sow. Il a fallu Moussa Sow pour que le Sénégal puisse avoir un attaquant sur... Non, Diouf, ses stats sont très, très faibles en termes de buts marqués. Sur une saison, il a flambé avec le Sénégal. C'était au moment où il le fallait, quand on était à la recherche de notre première qualification pour la Coupe du Monde. C'était incroyable, il a tout donné. J'ai comme l'impression qu'il a donné en quelques matchs tout ce qu'il devait donner pour le Sénégal sur 5 ans, 6 ans. Mais quand même, en 2001, Diouf, il a porté à lui seul l'équipe du Sénégal. Mais après, il a disparu des radars. Il a dit combien 355 hommes du match, combien de passes décisives. Voilà, c'est ça. C'était des statistiques incroyables. Par exemple, notre finale de 2002, je ne vais pas ressasser ça, mais ça fait un peu mal quand on voit les occasions franches que le Sénégal s'est procuré, surtout Henri Camara. Il a eu 2 face-à-face qu'il n'a pas su convaincre. Même en 2019, avec Mbaïna. Il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples, comme vous dites. Je pense que ça, c'est un mal qui est profond
récurrent, mais il faudrait que les staffs techniques également puissent véritablement se pencher là-dessus et trouver les solutions idoines pour que nos attaquants, qu'ils soient calmes dans la surface adverse. Il ne manque juste ça. Vous sentez de la nervosité au moment de faire le dernier geste. Et c'est là où se fait la différence, avec les très grands. Mais donc là, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de préparatifs psychologiques? Même Bamba Dieng, vous prenez ces statistiques. C'est assez faible. Ah oui? Oui, c'est assez faible. C'est vrai qu'il a un sang. Il a l'air très relax. C'est vrai qu'il a un sang lorsqu'il faut tirer un penalty. En 30 ans d'observation du football sénégalais, en 30 ans, je dis bien, tu as Jules-François Bocandé, tu as Moussa Sow, à un moment donné, Dembaba. Papis Demba Cissé. Dembaba, Papis Demba Cissé. C'est faible. C'est faible. Donc, ça veut dire que... J'ai vu les notes d'Aline Badra. Il n'y a pas encore les traits. Hein. Mets un peu, Djiby, s'il te plaît, sur ce qu'Aline a écrit pendant qu'il citait les mots. Je suis le seul à comprendre, là. Je ne sais pas si vous parviendrez à lire ce qui est écrit sur ce Il n'y a pas les deux traits aujourd'hui. Ça me rappelle KLXY. Vas-y, 3MD. Donc, c'est Jules-François Bocandé, Moussa Sow. Il n'y a que lui qui comprend. C'est bien écrit. Et on a droit à ça tout au long de l'émission. Foot a compris cela. Ils ont déjà Diafra Sakho, qui est le formateur. C'est ça. Diafra Sakho qui a rejoint le staff de Génération Foot en tant que... C'est ça, sélectionneur adjoint, coach adjoint finalement. Je crois que c'est une bonne chose de le réintégrer. Ça, c'est très important. Parce que lui, il a joué dans l'équipe nationale également. Il a fait les beaux jours de Chelsea. Non, West Ham, pas Chelsea. West Ham, il a flambé aussi en Turquie. En Turquie, en France déjà. En France, il est passé par Metz. Parce qu'évidemment, il était à Génération, donc il est passé par Metz. West Ham. Ensuite, il est allé en Turquie, je pense bien. Il est parti en Turquie. Il a quitté Metz pour intégrer directement West Ham. West Ham, c'est ça, tout à fait. Diafra, oui. Okay, donc, ça m'empêche. le fait d'avoir quelqu'un qui a vraiment joué à ce niveau-là, je veux dire, international, on parle de la Ligue anglaise, véritablement, c'est le top des tops, et qui revient justement dans le staff pour accompagner les plus jeunes. Je crois que ça, c'est une excellente chose déjà. Dans le discours, il y a quelque chose qui bien change. Sûr, mais j'espère qu'il n'exigera pas de ces jours une discipline de fer. Ça aussi, c'est important. Donc, d'où l'importance aussi souvent de penser à l'après-carrière. Parce que Diafra, en tant que joueur, il était difficilement gérable. Voilà. Partout où il est passé, il y a eu des problèmes de vestiaire et tout cela. Mais Diouf aussi. Et pourtant, je crois qu'est-ce que le caractère, quelque part, c'est pas ça qui fait la différence. La conséquence, c'est quoi? Diouf, on ne lui confiera jamais une équipe comme coach. Il pourrait être dans l'environnement, être le galvanisateur, le grand frère, mais de là à lui confier les rênes. Mais le mental, c'est important, non? Oui, je sais, mais... Et ce caractère est bon. Le haut niveau a ses exigences. Exigences, plutôt. C'est ça, le haut niveau. Hein. Il faut être vraiment exigeant avec soi-même. Diouf, si vous prenez sa carrière comparée à celle de Eto'o, de Drogba, du point de vue intrinsèque, il est 1000 fois plus doué qu'eux. Et quand il le dit, il y a certains qui se marrent. Mais moi, je suis d'accord avec lui. Diouf, en termes de football pur, il n'y a pas deux à son époque. Mais pourquoi les autres, ils ont plus duré dans le haut niveau? Ils ont plus flambé, ils ont plus tiré profit de leur talent footballistique. Contrairement à Diouf, c'est parce que Diouf aussi, il y a eu des écarts quelque part dans sa gestion de carrière. N'est-ce pas? On se souvient de cet épisode quand l'équipe l'a laissé ici à Dakar pour aller au Libéria. Parce que tout simplement, je ne dirais pas qu'il avait découché, mais c'était compliqué pour le coach. Et à l'époque, tout le Sénégal était d'accord avec le coach Guy Stéphane, même s'il n'était pas très populaire. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un bon exemple pour un jeune joueur qui voudrait rayonner le plus longtemps possible dans le haut niveau. Sadio Mané, pourquoi? Il est toujours à ce niveau. Sadio Mané, c'est parce qu'il a une hygiène de vie irréprochable. Parce qu'en vérité, même si vous avez des lacunes au tout début de votre carrière, à force de travailler, d'être dans un bon environnement, d'avoir une certaine discipline, mais vous allez performer et finirez par intégrer la discipline, elle est importante. Le top mondial, quoi, je veux dire. Pour pouvoir avancer. Oui, vas-y, entre Djambar et Diamono de Fatick, là, les attaquants ont vraiment carburé. 4 buts pour Djambar, 3 pour Diamono de Fatick. 7 buts dans un match, c'est difficile à voir dans ce championnat. La pelouse, elle est bonne aussi. Mais bon, à l'une, je pense qu'il va être plus exigeant justement avec ses plus jeunes frères Diafra. Oui, parce qu'il l'a vécu, donc forcément, il va leur dire voici les erreurs à ne pas commettre. Pour lui dire, coach, les archives sont là. Voilà. Mais bon, on lui souhaite véritablement de réussir quand même. Oui, bien sûr. Parce qu'il a eu le courage de revenir au Sénégal. Tout à fait.
Voilà, d'être avec ces jeunes. C'est plus jeune, voilà, exactement. Il va nous ouvrir prochainement les portes de Génération Foot. Ouvrir ses portes à l'équipe de Kenkeliba. On va y aller pour un tour avec lui. Ah, ça, ce serait une excellente idée. Je lui poser la question. J'espère qu'il va venir sur le plateau. On va aller à... Très bien. Allez, on avance. La Ligue 2 maintenant, après la Ligue 1, la 21e journée a été jouée également ce week-end. Tout à fait, avec Dembo Diop battu par le Dakar Université Club 2-0. Seneps battu par Niaritali 1-0. AS Douane qui bat Walidan de Thiès 2-1. Donc 3 défaites pour des équipes de Thiès. Renaissance Sportive de Yoff qui domine Agel 2-1. HLM battu qui bat Thiès FC 3-1. Ndiambour battu par Oslo 2-1. Amitié FC qui sauve l'honneur des clubs thiessois qui bat Kermajor 1-0. On avance et on change de discipline avec cette fois-ci le handisport et le Sénégal qui participent donc au meeting de Marrakech. Les Lions du para-athlétisme sont au Maroc pour prendre part au tournoi qualificatif aux Jeux paralympiques Paris 2024. Nos athlètes ont pour objectif de briller de la plus belle des manières durant ce tournoi et décrocher la qualification. Voici Gana Ndione, le directeur technique du handisport. La délégation se porte bien, les compétitions se sont bien passées, ou sont en train en tout cas de bien se passer. Jusque-là, on a eu quelques athlètes qui ont commencé la compétition. Alors, on remarque notamment Youssouf Diouf, qui est un athlète avec une classe de F57 au lancer de javelot assis. Il a eu donc dans le cadre de sa compétition remporté une médaille d'or en battant même son record personnel. Parce qu'il avait déjà battu son record personnel depuis les Jeux mondiaux de Paris, de Paris donc en 2023. Et ces Jeux sont qualificatifs aux Jeux olympiques de Paris toujours, en 2024, qui auront lieu en 2024 au mois d'août. Donc, dans ce cadre, nous en profitons également pour vous annoncer que cette performance lui a permis d'avoir une qualification parce qu'il avait déjà atteint les minima A, qui sont les minima de haute performance. Retour en plateau, bonne chance justement à cette équipe qui représente le Sénégal également. Là, on est dans le handisport. Déjà, on a une médaille d'or dans ce tournoi-là. Et puis, remercier Yorli Delnia pour l'interview qu'il nous a envoyée, de même que les images pour les plans de coupe. Allez, randonnée pédestre cette fois-ci avec la 16e édition de la Saint-Cyrienne. Le sport dans les armées, la randonnée pédestre dénommée la Saint-Cyrienne a vécu. Les anciens élèves de la grande école militaire de Saint-Cyr, les alliés civils et militaires ont communié dans une belle ambiance à travers les artères de la capitale sénégalaise. Voici le général Babacar Gueye, président de la Saint-Cyrienne, et le professeur Mam Salifou Sall, président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, au micro de Tandakha Ndiaye. Comme d'accoutumé, nous sommes aujourd'hui fiers de venir appuyer l'association de la Saint-Cyrienne pour la 16e édition de la randonnée pédestre. Aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a une déferlante. Les clubs sont venus de partout pour venir participer à cette grande randonnée qui compte dans l'agenda de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, en tout cas d'accompagner cette grande association pour cette randonnée de sensibilisation autour du civisme et du comportement en général. Quand on fait appel à des randonneurs et qu'ils viennent massivement comme ça, en tant que président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, vous imaginez un peu effectivement la satisfaction que nous avons. Cela dénote simplement de l'engagement des différents clubs de randonnée autour de leur bureau fédéral que je dirige. Aujourd'hui donc, la randonnée a gagné ce pari de la mobilisation et compte aussi gagner d'autres défis. Cette randonnée, c'est la 16e édition de la randonnée pédestre annuelle de la Saint-Cyrienne Sénégal. La Saint-Cyrienne Sénégal, c'est l'association des anciens élèves sénégalais de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Mais comme je l'ai dit tantôt, à travers cette randonnée, c'est toutes les forces armées qui invitent tous les randonneurs qui veulent bien venir avec nous chaque année. C'est donc une rencontre intergénérationnelle avec le général Mamoudou Mansour-Seck, qui est certainement le doyen avec pas loin de 90 ans, et avec des jeunes, tout jeunes, qui viennent des CEM, et qui sont venus avec leurs parents. C'est une rencontre intergénérationnelle autour d'un thème qui est un thème éternellement d'actualité.
patriotisme, l'amour du pays et sens civique? Comment avoir le savoir-être au milieu des autres Sénégalais qui permettent d'avoir une société harmonieuse? Voilà les quelques messages que nous voulons faire passer à travers un exercice à la fois physique et ludique. Oui, la marche, c'est important. On va en profiter pour saluer notre ami Papa Salusal, directeur général de IPGISTI et président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. C'est important quand le dimanche, tout le monde pense être chez lui. Voilà, vous organisez ces randonnées-là. Je pense à celui-là qui veut mettre en place un club de randonnée à Tivaouane-Peulh. Donc, je pense au président Sall, il faut l'accompagner parce que déjà... Il a tellement d'ambition. En fait, le truc, c'est qu'il faut hiérarchiser les choses. Hein, sinon, on n'y arrive pas parce que quand il y a... C'est dispersé. On a dispersé comme ça, je veux ci, je veux ça, c'est compliqué. Parce qu'Aline Badara, il faut mettre de l'ordre dans les choses. Comment le dit le prophète d'ailleurs, qui trop embrasse, mal étreint. Voilà, c'est ça. Aline Badara, il est dans la mise en place d'un terrain de football. Voilà, il est dans tout. Les filets, l'environnement, les plans, la mairie, l'eau, l'assainissement. Tennis. Voilà, hier, c'était la réunion pour la mise en place de l'ASC. ASC de Kondo, qui va faire mal. En division. Voilà, retenez bien ça. ASC de Kondo qui pourrait même intégrer le Gotha, pas le Gotha, comment dire encore, l'élite du football sénégalais. Dans quelques années. Dans quelques années, on fera comme Nyari Tali. Comment ça dans 10 ans? Même pas au bout de 5 ans. Tu seras dans le staff? Ah, mais bien sûr. Le président, il va être le... Donc, Van, on avance, on va finir. Je suis le maire avec la nouvelle ASC de Kondo. Bonne chance à de Kondo. À l'UNC, qui a battu Quench par KO. C'est Quench, c'est ça? Quench. Les lutteurs ont des noms particuliers. La boisson, là. Mais pourquoi? C'est de la pub gratuite pour cette boisson. J'espère qu'il est sponsorisé. Hein, tu ne penses pas? Aline, c'est de l'écurie de Wallo a mis KO son adversaire Quench de Lansar. Il a enregistré sa 15e victoire en 22 combats, suivant ce combat qui a tenu toutes ses promesses. waaw ñoom ñaar ñëpp ñu ngi door mais am naa yaakaar ne bu ñu jàppante lamb ji jeex. mais bu ñu xeexee bu yàgg bu ñu jàppee rek dañuy déglu. gis nga door na ko mu daan la ilaha illallah. quatrième KO d'affilée. quatrième KO d'affilée. Alioune Seye numéro 2. door na ko wen si mu daanu. quatrième KO. ba mu dooree mu daanu. na ko gars yi bàyyi xel mi ngi liggéey. la ilaha illallah. Il est tombé dans les vapes. Ah oui. Quatrième KO. Quatrième KO. Waouh. Il a de la force. Ça fait très mal. C'est un vrai boxeur, lui, parce qu'il donne des coups. Il en est à sa 5e victoire d'affilée à l'UCI. Il monte en puissance. 4 par KO, donc il faudra compter sur lui avec cette génération. Et puis Quench n'a pas démérité. 14 combats sans défaite. Il enregistre, lui, sa première défaite depuis 13 ans. Sa dernière défaite remonte à 2011 face à 10 000 problèmes. Qui a cessé de lutter depuis pour gérer la dépense quotidienne. Parce qu'il a disparu 10 000 problèmes. 10 000 problèmes. Il a voyagé. Il a voyagé. Ah oui. Il est parti par le Nicaragua. Quand tu les vois plus, ils sont partis. Ils ont voyagé. Non, mais moi, je reste sur les noms. Les noms, c'est 10 000 problèmes. Il y en a d'autres. Yaou Dial. Il y en a d'autres. Yaou Dial aussi, on ne le voit plus. Non, mais il est toujours là. Yaou Dial. Je suis fidèle à Maître Abdoulaye Wade. On était à CFM, il y a Korani Diara, notre directrice là qui faisait le journal. Oui. Je venais pour faire la page du sport. Il y avait un lutteur, Nico Rell. Elle avait un problème pour dire Nico Rell. 7h15, merci beaucoup, mon cher Ban. On referme la chronique sport de ce matin. Je voudrais en profiter pour souhaiter une excellente journée à quelques téléspectateurs internautes qui nous regardent en ce moment sur la page Facebook RTS1. Je pense à Lamine Fall qui, lui, dit qu'il est au Dakar. Il confirme, il fait excessivement chaud là-bas. On vous comprend. On vous souhaite encore une fois un bon pèlerinage et surtout merci de regarder la une. Thierry Napama également qui nous regarde ce matin depuis Sédou. Oui, de nos collègues tout simplement. Un ancien footballeur qui n'a pas fait carrière, Thierry Napama, donc voilà.
Excellente journée. Merci de regarder Quinquiliba ce matin. On va parler maintenant cinéma, 7e art, réalisation avec notre invité. Et c'est juste après ceci. Allez, Chérif Asfati est en plateau avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aussi jeune que notre réalisateur Mahfouz Diop ou encore Francis Ndeki. Vraiment, les jeunes réalisateurs, c'est de plus en plus. Aramtal aussi, la réalisatrice thiessoise, qui a démarché donc la venue de son collègue réalisateur Chérif Asfati sur le plateau, pour vous dire qu'il y a une réelle solidarité chez les réalisateurs. C'est très bien. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, vous avez vu, Mahfouz est très inspiré. Quand on a un réalisateur sur le plateau, Mahfouz est très inspiré. Il veut laisser une bonne image. Tout à fait. Allez, on y va. Donc c'est un plaisir vraiment de recevoir un si jeune réalisateur, porteur d'un projet aussi ambitieux qu'est de faire rayonner l'Afrique, le Sénégal par le biais du cinéma. En tout cas, c'est l'objectif que vous êtes fixé à travers donc cette masterclass, voilà, une masterclass dont le thème est cinéma, soft power et souveraineté. Je pense que tout à l'heure, on est revenu sur certains cas pratiques à travers le monde, l'Inde et puis également le Nigeria. On reviendra davantage sur ces modèles-là, comment ils ont pu se faire un chemin donc, au point même de concurrencer, alors on va le dire, Hollywood. Alors comment le cinéma pourrait-il aujourd'hui être un levier, en tout cas d'influence, même de puissance, pourquoi pas, pour le continent africain et particulièrement pour notre pays, le Sénégal? Oui, en fait, le cinéma, c'est un outil, on l'appelle souvent, c'est l'art des masses médias. Et en général, quand on a l'habitude de regarder des films, on oublie l'effet caché. Il y a cet effet qui a un objectif, parce que tout film a un objectif. On raconte une histoire. Parfois, c'est une histoire vécue. Parfois, c'est une histoire bien imaginée et tout. Mais il y a toujours un objectif derrière chaque film. Et de là, nous, déjà, si on regarde de manière générale le cinéma sénégalais depuis les premiers films, juste avant l'indépendance, on remarque qu'on est... Bon, ça c'est un avis personnel, parce qu'on est beaucoup plus dans un cinéma d'auteur, où chacun raconte l'histoire de la maman, du quartier, par exception de Sembène, qui a été très politique dans ses films. Tout à fait. Et c'est ce qui lui a valu cette dimension internationale et tout. Il avait très bien compris le sens du message du film qui raconte, qui parle de la société, de la politique de manière générale. Contrairement à ce qui se passe dans le monde de manière générale, si on voit aux États-Unis tout d'abord, parce que c'est les maîtres dans ce domaine, ils ont tout de suite compris le sens que le cinéma peut être, disons, peut être utilisé à couteau double tranchant. C'est-à-dire, vous dites votre message, mais aussi il y a une politique derrière. Un message subliminal qui passe. Un message subliminal qui passe, exactement, pour un peu influencer les gens. Les mentalités. Et c'est toujours, je dis souvent que c'est une prolongation de la politique étrangère. Exactement. Et c'est ce que les Américains ont compris depuis disons, la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont mis toujours à travailler dans ce sens, à façonner les gens, à impressionner le monde. Déjà, même nos militaires, je ne dirais pas les militaires sénégalais, de manière générale, ils sont impressionnés par ce qui se fait, alors qu'ils ne savent pas qu'il y a tout un travail derrière. Exactement. Il y a toute une magie derrière, entre le cinéma, le Pentagone, le département d'État. Ils font tout un travail pour plus influencer. Et nous, on essaie d'influencer, de revenir sur ce sujet pour voir comment, en tant que jeune réalisateur, en tant que passionné de cinéma, comment on peut être, je ne dirais pas soutenu moralement par nos États, qu'ils comprennent le sens les enjeux de l'heure aujourd'hui. Surtout que la géopolitique occupe une place très importante de nos jours aujourd'hui. Et c'est l'objectif de ce masterclass. Mais vous avez parfaitement raison. Regardez comment les Américains ont réussi à faire croire à une bonne part de l'humanité qu'ils étaient eux les gentils. Toujours. Exactement. Vous êtes chez autrui, vous faites éviter.
et vous réussissez à faire passer pour le gentil, aux yeux de l'opinion internationale. Il a fallu que l'on grandisse, que l'on étudie, que l'on consulte les livres pour rétablir la vérité historique. Et cela, ils l'ont réussi par le biais donc, du cinéma. Comme quoi, c'est un outil extrêmement puissant. Et on pense que Superman, Spider-Man, tous ces héros finalement américains. Rambo, vous avez vu Rambo? Tout ça, là, on a cru pendant des années que véritablement, celui qui pouvait sauver, c'est l'Américain. C'est lui qui a le bon. Tous les super-héros sont américains. C'est ça. Bien sûr, même le Rambo, c'est un exemple très pertinent, parce que même à part de Rambo, c'était vers les années 90, et depuis, ils ont tout de suite fait cette collaboration entre Hollywood et Pentagone pour voir, écoutez, nous, on a un film, on a un projet très important qui parle de Rambo, il y a l'histoire dedans, mais il y a aussi l'armée qui amène les moyens matériels et tout, et pour montrer, voici les dernières, la puissance de feu qui est derrière. Et toujours, c'est les Américains qui sont les sauveurs du monde. C'est ça. Non, ils ont réussi à faire croire qu'ils étaient les sauveurs du monde. Qu'ils étaient les sauveurs, qu'ils étaient les bons contre les méchants. C'est ça, tout à fait. Toujours. Le Russe, c'est vraiment le soldat roublard qui n'a aucune éthique. Le soldat américain, c'est celui qui a des valeurs. Mais c'est incroyable. Et c'est lui qui survit à tout. Il ne meurt jamais. Qui gagne toujours. Le militaire africain, c'est le sauvage. Il y a cette réplique qui m'a fait tellement mal. Je pense que c'est un film, c'est l'un des films cultes de Bruce Willis, qui a été tourné une partie en Afrique. Voilà. Dieu a quitté l'Afrique, Dieu a déjà quitté l'Afrique. Cette réplique-là, le nom du film reviendra. Comment faire maintenant pour rétablir la vérité et faire croire aux jeunes Africains qui a fini de regarder ce chef-là que ce qu'il a dit, c'est faux. Dieu est là. Dieu, il est universel, il est partout. Comment Dieu peut-il quitter l'Afrique? Parce qu'un jeune qui regarde cela, qui grandit avec cette image, qui fait titre dans sa tête, est-ce qu'il aura une bonne estime de soi? Est-ce qu'il pourra regarder le jeune blanc? C'est dommage, parce que je pense que c'est... Les larmes du soleil. Les larmes du soleil. Les larmes du soleil, exactement. Ça, cette réplique-là, c'est... Vous l'avez dit en anglais, Teeth of the Sun, c'est ça. C'est un film que... En fait, il faut qu'on réponde à ça. Je peux dire que nous, on a notre propre manière de voir le monde. Nous, ce que je dis souvent, bon, moi, je vis aux États-Unis. Maintenant, quand vous discutez souvent avec les Américains en général, ils ne vous connaissent pas, en fait. Déjà, nous, on apprend leur histoire, on apprend tout on connaît leur état, on connaît comment ça fonctionne, même le climat, on connaît tout, avant de venir même. Et maintenant, eux, ils ne vous connaissent pas. Et ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est qu'ils sont capables de vous raconter votre histoire selon eux, comme ils le veulent, en fait. C'est ce qui se passe dans le cinéma. Exactement. Et même ce qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux et tout, avec ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Maintenant, on va vers un monde où ils vont vous expliquer comment vous êtes, en fait. Ils ne viennent pas vers les véritables données. Ils ne viennent pas voir l'histoire. Ils sont capables de vous dire que Lat-Dior a fait ça et ça. Maintenant, le résultat final, c'est qu'il y a la puissance pour que l'histoire puisse passer jusque dans les sociétés les plus reculées. Ils veulent que vous soyez. Exactement. Nous, par exemple, moi, si je fais un film, c'est sûr que, comparé à un Américain qui fait un film, c'est même pas gratuit, quoi, en fait. Le film de l'Américain, c'est un blockbuster. Ça passe partout dans le monde. Donc, son message passe plus que mon message. Aujourd'hui, si je veux défendre l'histoire du Sénégal, le patrimoine du Sénégal, la culture du Sénégal, je n'ai pas de chance face à un Américain qui a tout un arsenal derrière, en fait. C'est ça. Maintenant, le travail qui se passe, c'est que ce qui est regrettable souvent, c'est qu'il faut qu'on explique mieux la mission de la culture, la force de cette culture aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la politique ne peut pas aller sans la culture. Et c'est ce que les Américains et même Hollywood, Nollywood, ils ont tous compris cela. Aujourd'hui, chaque puissance qui se revendique, essaie de voir avec la culture, la musique, le cinéma, comment il peut prolonger sa domination. Même la Turquie est en train de gagner du terrain. Et la Russie également, qui sponsorise de grandes productions. Exactement. L'histoire donc de la Russie. C'est ça. De la Russie, exactement. Ouais, parce que c'est devenu une tendance. Là. Mais c'est une question de moyens, c'est ça aussi. C'est une question de moyens. Oui, il y a une question de moyens, mais de volonté. Je pense que c'est une question de volonté, beaucoup plus une question sur le financement. Et de compréhension également de ces enjeux. Est-ce que nos États ont saisi parfaitement donc, les enjeux liés au cinéma donc, à la culture, de manière générale. Par exemple, souvent dans beaucoup de pays, la culture vraiment
bénéficier de la portion congrue du budget national. Il n'y a même pas de ministère, c'est peut-être un secrétariat d'État, ça et là. Et je pense qu'on en a parlé lors de la constitution du premier gouvernement, donc de la troisième alternance du Sénégal. Bon, moi je disais que, et jusqu'à présent je demeure convaincu que ça doit être le cas, au moment où on parle de souveraineté, de souverainisme et tout, je pense qu'on ne peut pas avoir un meilleur département que la culture, un département de plein exercice pour porter cela, pour porter ce projet politique, parce qu'il s'agit donc de déconstruire les mentalités, pour que l'Africain puisse avoir une meilleure estime de soi, le jeune Sénégalais. Mais cela ne passait que par la culture. Et je pense que bon, ça aurait été vraiment pertinent de faire de la culture un ministère de plein souveraineté et non pas de l'associer donc à la jeunesse et au sport. Ça, c'est mon avis. Il est partagé. C'est aussi mon avis personnel parce que quand j'ai vu le gouvernement, disons, la culture, c'est tout un travail. Moi j'ai l'habitude juste de parler du cinéma. Je sais que rien que le cinéma, on a notre propre direction. On nous a détachés dans une même direction. C'est beaucoup de travail derrière. Donc, il faut toujours, pour le moment, on est à l'étape de formation, que les étudiants comprennent ce qui se passe, que les gens savent quelle est l'arme, comment le cinéma peut devenir une arme, comment elle peut aider à comprendre le monde, mieux le monde. Et aujourd'hui, si vous voyez ce que la culture peut représenter dans le monde, ce que la culture peut être un support dans nos activités personnelles, j'aurais franchement souhaité qu'on détache cette culture pour un ministère tout à fait à part. Parce que chaque fois quand on discute de ce genre, quand on revient sur ce sujet, le Sénégal gagne beaucoup plus de prix, par exemple pour le cinéma. Nous, on gagne beaucoup plus de prix à l'étranger. Mais le dernier rapport de l'UNESCO, depuis l'année passée, le Sénégal ne fait même pas partie des 10 producteurs de films. En Afrique. En Afrique. Les 10 meilleurs producteurs, le Sénégal ne figure même pas dedans. Alors que l'Afrique de l'Ouest occupe la première place avec le Nigeria. Donc le Nigeria ne s'est pas fait comme ça d'un seul jour. Le Nigeria a compris l'influence du cinéma. Ils ont pris du temps à travailler à l'intérieur du Nigeria. D'abord, que le marché soit local, que les gens consomment les films nigériens, la culture, la tenue, la tradition, la musique, tout dedans. Et il y a disons, un brassage dedans. Et après, ils ont commencé à vendre leur cinéma. Mais avec des films, à part le biais de films authentiques aussi. Il y a des scénarios authentiques qui nous parlent. Souvent, les cinéastes n'aiment pas qu'on parle du Nigeria parce qu'ils disent que ce n'est pas un exemple des gens techniques, un exemple bien. Mais eux, ils continuent à... Ils sont aux États-Unis. Ça s'est amélioré aussi. Ils sont améliorés, beaucoup plus améliorés aujourd'hui parce qu'ils sont en collaboration avec l'Inde, avec les États-Unis. Ils sont partout, ils ont des festivals aux États-Unis aussi. Et films sur Netflix et tout. Moi, ma question concerne un peu les salles de cinéma. Mais avant de venir à cela, j'aimerais juste appuyer en ce qui concerne justement l'IA, l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande à l'IA de représenter par exemple le peuple sénégalais, il va vous montrer des cases, des enfants qui courent par-ci, par-là, mais entre guillemets tout nus, alors que lorsqu'on vient à Dakar, lorsqu'on part même à l'intérieur du Sénégal, c'est pas cela qu'on retrouve, juste pour vous appuyer. Maintenant, en ce qui concerne en fait la question, j'aimerais savoir, aujourd'hui on voit pas mal de salles de cinéma ici au Sénégal. C'est vrai qu'une fois là-bas, on y retrouve, comme dans toutes les salles de cinéma, des films qui nous viennent de partout, mais également des films sénégalais. Mais est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que c'est facile pour vous, en tant que Sénégalais, d'être en partenariat avec ces salles de cinéma qui sont ici à Dakar et plus généralement d'avoir des partenaires à l'échelle internationale? Exactement. Je trouve pertinente la question parce que les salles, c'est tout un autre problème. Il fut un temps, on disait qu'il n'existait plus de salles. Quand il y a eu le cinéma de Paris, etc., il y a eu, les salles ont été vendues avec l'effet de... Transformées en temple, dans les grands quartiers, bien en centre commercial. C'est ça. Exactement. Mais depuis 2010, disons depuis fin 2009-2010, on commence à voir des salles revenir. Les salles sont de retour au Sénégal. Et qu'est-ce que ces salles proposent comme programme? Ce n'est pas les films sénégalais. Vous voyez 1 ou 2 films dans l'année d'un film sénégalais dans ces salles. Et surtout, c'est une grande première. C'est un film qui vient de sortir. Et on fait à l'affiche, on essaie de faire un système de distribution. Ces salles ne travaillent pas pour les Sénégalais, en fait. C'est bon, déjà, parce qu'il fut un moment, les Sénégalais avaient cette culture d'aller en salle, en famille, regarder des films. Il faut revenir vers ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez un film qui sort dans le monde, immédiatement, aux États-Unis, comme les mangas, les Black Panther, exactement. Tout de suite, c'est disponible au Sénégal. Parce que c'est du business aussi pour ces salles. Exactement, c'est du business, c'est privé, en fait. Maintenant, comment inviter, en fait, comment nous,
on peut profiter de ces salles, comment on peut travailler. Là est la question, ça revient aussi au ministère de la Culture dont on parle tantôt, comment on peut profiter, toujours dans l'élan de souveraineté, pousser les productions, parce que chaque année, il y a beaucoup de courts-métrages et de longs-métrages qui se font au Sénégal, des gens qui tentent en tout cas. Et continuer dans une politique de prolongation et diffuser ces films en salle. En fait. Ma question, c'est que avec les séries, parce qu'elles sont de plus en plus consommées par des Sénégalais, des séries qui sont produites ici, sur les réseaux sociaux également, on regarde beaucoup ces séries-là. Est-ce qu'on n'a pas déjà quelque part trouvé la petite fenêtre qui apporte la solution à tout ça? Est-ce qu'on ne devrait pas justement s'appuyer sur ces modèles-là pour peut-être emmener plus de gens à regarder ce qu'on fait dans le court-métrage, dans le long-métrage? Parce que pour les séries, apparemment, ça marche. Exactement. Exactement. Les séries, en fait, c'est un espoir pour moi. C'est un bel exemple économique, on peut dire aussi. Et ça vend aussi l'image du Sénégal. C'est ça. Récemment, on a vu une série qui a été très bien applaudie en Côte d'Ivoire, je pense. Maîtresse d'un homme marié, regardée partout. Même au-delà, aux Caraïbes, les gens ont beaucoup apprécié. Les gens aiment bien les histoires racontées par les Sénégalais, la beauté sénégalaise et tout. En fait, ça fait partie des éléments du soft power déjà. On peut revenir sur ça et dire que qu'est-ce que le Sénégal peut vendre. Souvent, quand vous discutez avec les Africains, ils aiment bien la beauté sénégalaise, les valeurs sénégalaises, exactement. Même pendant la Coupe d'Afrique, etc., on nous parle de la teranga sénégalaise. On retrouve ça dans nos séries. Pour moi, depuis que cet événement a eu lieu, que cette série soit bien saluée dans les pays africains, là, nos dirigeants devaient savoir que ça, c'est un bon exemple. Il faut prendre le taureau par les cornes. Et maintenant, commencer à structurer. Parce que ces producteurs privés, ce sont des gens qui se sont faits d'eux-mêmes. Ça a essayé de voir comment chercher les fonds, payer des cachets, etc. L'État, quoi qu'on dise, participe à hauteur de 2 milliards par année à travers le FOPICA, à travers un concours. Et moi, je pense que c'est juste limité et mal organisé. C'est peu. Mais si on organise très bien le secteur des séries télévisées sénégalaises, ça peut être vraiment le drapeau du Sénégal dans le monde. En tout cas, il y a une dynamique qui est notée avec la dernière cérémonie qui a été organisée avant donc, la dernière présidentielle pour célébrer ces meilleures séries sénégalaises et les meilleurs acteurs. Les galas des séries. Voilà, qui a été porté par même le ministère. Le ministère de la Culture. On avait reçu ce jour-là, un haut cadre du ministère donc, pour en parler. Donc je pense que maintenant, les hauts cadres commencent à saisir, à comprendre donc, les enjeux liés à ce cinéma. Une dernière question. Aziz. Oui, juste par rapport à qu'est-ce qu'il faudra aujourd'hui faire pour permettre au cinéma sénégalais de se relancer? Ça revient à la souveraineté encore. Parce qu'aujourd'hui, c'est le mot, c'est le thème, je peux dire que ça fait partie de la philosophie de ce gouvernement. Mais ils nous ont rattrapés, disons, dans ce besoin de souveraineté. Parce que souveraineté, pourquoi? Il faut quiconque veut détenir son cinéma doit produire, avoir ses propres moyens. On a un très grand problème de production, de producteurs. Des Sénégalais qui veulent mettre les moyens dans des films sénégalais. Si vous ne le faites pas, c'est d'autres qui vont venir mettre leurs moyens et raconter l'histoire du Sénégal à leur manière. Donc c'est là, pour moi, le principal problème, c'est comment, avec les privés, le secteur privé, influencer les gens à mettre de l'argent dans le secteur. Parce que c'est une industrie, c'est un business, le cinéma. Exactement. Donc il faut que ces gens mettent leurs moyens et il faut aussi que nos chaînes de télévision aussi proposent des programmes culturels. Accepte de prendre chercher les films sénégalais, même les séries et tout, créer beaucoup plus d'espace, des plateaux, etc., pour permettre les gens à s'exprimer, parce que c'est tout un monde derrière. Il y a des acteurs, il y a les techniciens, il y a les réalisateurs. Pour quelqu'un qui cherche à créer des emplois, le secteur du cinéma, de l'industrie cinématographique, les séries, c'est une très bonne solution. Bien sûr, c'est une niche sur le plan économique incroyablement importante, hein, comme vous dites. Mais on reviendra sur tout cela aussi dans la deuxième partie, M. Fati. Merci. Restez en plateau avec nous et on reparlera évidemment de cette masterclass qui aura lieu ce 3 mai. C'est ça. Allez, l'autre masterclass que j'ai suivi mardi, c'était la Modopouille. J'ai pas compris. Mais c'est une masterclass. J'ai pas compris. Bon, tu m'expliqueras. Ça, c'est le théâtre. Mais c'est... On va regarder le clip du jour. On est dans la grande famille. Dans un petit moment. On vous retrouve en plateau pour la suite. Restez bien, évidemment.
Bravo à elle, hein, félicitations. Oui, ça innove beaucoup. Hein. Qui est le joli garçon? Après plan B, Après plan B, c'est joli garçon. On essaye de suivre un peu les indices, ma chère Adiouza. Allez, voici maintenant le bulletin d'info. À tout de suite. C'est tard dans la soirée de ce samedi que le calife général de Médina Gounass, Thierno Ahmad Tidiane Ba, accompagné des talibés et des pèlerins, a pris la direction du Dakar. Sur place, après la prière du crépuscule, le guide religieux a reçu les messages du gouverneur de la région de Kolda, accompagné d'une forte délégation venue représenter l'État du Sénégal. C'était le lieu avec toute ma délégation, le préfet, le sous-préfet et les chefs de service qui nous accompagnent, de venir transmettre les salutations des plus hautes autorités de la République du Sénégal, à savoir son Excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, et l'ensemble des membres du gouvernement. On a transmis donc les salutations, mais aussi on est venu apporter un message au calife, au Thierno de Médina Gounass, pour l'œuvre colossale qui est en train de mener dans la sous-région, mais surtout un peu partout dans le monde. Donc c'est une grande satisfaction d'assister à cette cérémonie officielle qui lance officiellement 10 jours de dévotion, 10 jours de recueillement, mais 10 jours de retour à Allah subhanahu wa ta'ala, pour vraiment un Sénégal prospère. Et l'ensemble de la famille, le comité d'organisation, les services techniques se sont mobilisés pour assurer une parfaite organisation de cette édition de 2024 et nous osons espérer que tout se passera très bien. L'autre objet de la délégation est de solliciter les prières du calife général et de l'ensemble de la cité religieuse de Médina Gounass pour le Sénégal et pour les nouvelles autorités étatiques en particulier. Des prières pour une réussite, parce que la réussite, c'est la réussite du Sénégal. Des prières pour qu'ils puissent prendre en compte l'ensemble des préoccupations des populations et que les attentes placées en eux puissent être vraiment des attentes réussies. En tout cas, on a transmis toutes les possibilités, toutes les demandes de prière. Et je pense qu'ici à Médina Gounass, qui est une terre bénite, nous pouvons espérer que l'ensemble de ces prières seront exaucées et acceptées par Subhanahu wa Ta'ala. Dans son discours, le porte-parole du calife général a d'abord magnifié la mobilisation de l'ensemble des services étatiques pour la réussite de cette 83e édition du Dakar de Médina Gounass. Il a remercié à cet effet les nouvelles autorités étatiques et apporté son soutien au nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Avant la fin de cette cérémonie officielle d'ouverture, le guide religieux, à travers son porte-parole, est également revenu sur la dimension spirituelle du Dakar de Médina Gounass. Il a aussi appelé les fidèles à se mettre au travail avant de prier pour un Sénégal de paix et de prospérité. La fraise sénégalaise sous toutes ses formes. Par sa couleur, sa texture, son goût, la fraise peut servir à sublimer vos desserts. À déguster à volonté sous sa forme naturelle ou transformée pour un mélange de saveurs en bouche. On fait des yaourts fruités avec de la fraise. On fait des smoothies à base de fraises, des nectars, de la confiture. Et des fraises séchées aussi pour les tisanes et les thés. La fraise locale, un fruit de saison qui est très agréable à travailler, d'autant plus qu'il y a plein de préparations que l'on peut faire pour les enfants. Le nectar de bouille avec la fraise, la confiture de fraise, les smoothies de fraises avec du lait local, rien que des produits locaux sans additifs. On travaille avec des fruits de saison. Actuellement, c'est la saison des fraises. Et les fraises sont riches en vitamine C et du point de vue esthétique aussi, c'est apprécié par la clientèle. Même avis pour Cheikhouna Koundoul, pâtissier qui aime travailler qu'avec les produits locaux et apprécie la récolte locale, celle sortie des champs fraisaines de Bayard.
J'en suis très fier. La culture de la fraise n'était pas pratiquée dans notre pays. Aujourd'hui, nous la cultivons par ici et la fraise du Sénégal n'a rien à envier à celle importée. Cette fraise du terroir, nous savons d'où elle vient et comment elle a été produite. Ne vous inquiétez surtout pas. La fraise est un fruit que vous pouvez consommer sans risque de grossir ou de faire déraper votre taux de sucre. Et la fraise, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fruit qui contient énormément d'eau. Il y a 90% d'eau dans la fraise. Du coup, elle n'est pas très énergétique. Donc, on peut la manger, bénéficier des fibres, de tous les nutriments qui sont dans la fraise. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de sucre parce qu'il y a énormément d'eau. Donc, il y a à peu près la moitié de sucre dans 100 grammes de fraises que dans 100 grammes de bananes. Donc, on a à peu près 6 grammes de sucre dans 100 grammes de fraises, qui est à peu près une dizaine de fraises. En plus de ces valeurs nutritives importantes pour notre santé. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi un minéral qui est très présent dans la fraise, c'est le potassium. Et le potassium, c'est un minéral qui, entre autres, est responsable du maintien de la pression artérielle ou de la pression du sang. Voilà. Et après, une autre chose à noter, c'est la teneur en ce qu'on appelle les flavonoïdes dans la fraise, ce sont des polyphénols, bref, qui sont en fait aussi des sortes d'antioxydants parce qu'ils protègent le corps contre des molécules dangereuses, notamment les molécules qui vont provoquer le cancer. Donc c'est quand même très intéressant. Les jeunes entrepreneurs sont allés plus loin et comptent même se lancer dans la production de produits cosmétiques à base de fraises. Comme des gels de douche à base de fraises, les savons à base de fraises et d'autres produits cosmétiques que nous sommes en train d'expérimenter avec des partenaires pour les mettre sur le marché. Vous n'avez vraiment plus aucune raison de ne pas consommer de fraises, surtout celles cultivées au Sénégal. Elles sont produites localement sur nos terres par des fils du terroir et en plus recommandées en cette période de chaleur. Cheikhouna Koundoul, notre pâtissier passionné de fruits locaux, a tenu à sublimer cette fraise en la bordant de feuilles d'or 24 carats, telles des stars sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Après la Covid-19 qui a porté un coup dur à l'économie mondiale, une reprise modérée est notée. Aujourd'hui, on parle de stabilité avec une situation plus favorable en Afrique subsaharienne. Le taux de croissance va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024. Et pour le Sénégal, les perspectives... L'année prochaine, avec le démarrage du pétrole et du gaz, on a projeté 10% en pensant que le pétrole allait démarrer tôt cette année. Comme c'est décalé, ça va nous permettre en 2025 d'avoir un taux plus élevé que 10%. Donc on peut même atteindre 11% à 12%, voire même 13%. Parce que chaque fois que vous avez une croissance plus faible que attendue, ça vous donne des perspectives plus reluisantes. Parce que vous allez avoir une production qui devait être faite cette année qui va être déplacée sur 2025. Avec un environnement des affaires favorable à toutes les potentialités d'investissement qui vont continuer de transformer structurellement son économie, le Sénégal pourrait ainsi devenir un pays avec une croissance à 2 chiffres portée par les hydrocarbures, ce qui va davantage renforcer son statut d'un État bancable, débarrassé du fardeau de la dette qui ne pèserait plus lourd dans la structuration macroéconomique du pays. C'était le bulletin d'info de ce lundi matin. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Et puis, nous avons appris juste avant le démarrage de cette émission le rappel à Dieu d'Ibrahima Ndiaye, ancien directeur général de l'Ageroute. Il est décédé au Brésil. Nous présentons donc nos condoléances à toute sa famille, à la famille de l'Ageroute et à son épouse Oumou Khairi Diallo, directrice générale de l'agence Eden Tour and Travel. Qu'il repose en paix et que Dieu accueille son âme au paradis céleste. 7h48, l'heure de la chronique tendance avec Toumane en plateau avec nous ce matin. On voyage, on va donc en France et on va découvrir celle qui nous représente sur place. Tout à fait, Miss Sénégal France, Fatou Keita. Je rappelle que le comité Miss Sénégal, depuis pas mal de temps, remonte un peu, souligne son engagement envers, disons, l'intégrité des candidates et le respect surtout de leurs droits fondamentaux, y compris le respect de leur image et la préservation des valeurs culturelles et positives, que ce soit
au Sénégal, mais également dans la diaspora. Et dans cette diaspora, justement, la France. Donc, Miss Fatou, Miss Sénégal France, Fatou Keita a bien voulu répondre aux questions de l'équipe de Kinkeliba. Ce matin, je vous propose de regarder l'élément. Je n'y croyais pas. Je visais au grand max première de film, mais je n'aurais jamais pensé que j'aurais gagné ce concours. Bonjour Toumané, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je m'appelle Fatou Keita, j'ai 19 ans, j'habite en région parisienne, je suis alternante en finance et l'actuelle Miss Sénégal France. Miss Sénégal France, ça a été pour moi l'une, voire la meilleure expérience que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui. Ça a été très enrichissant, autant sur le plan humain que culturel. J'ai appris à côtoyer des personnes formidables, que ce soit les membres du comité ou les candidates, ont été très fusionnels. Après, sur le plan physique, ça a été assez dur d'allier les cours, le travail et les entraînements de Miss Sénégal France qui étaient assez denses. Alors, ce qui m'a poussé à faire Miss Sénégal France, pour dire vrai, c'est mes copines. Enfin, elles m'ont dit qu'elles me verraient bien participer à ce concours. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance. Alors moi, je suis d'ethnie Wolof de mon côté maternel et Soussou de mon côté paternel. Je suis souvent partie au Sénégal, donc il faut savoir que mes parents ont toujours mis un point d'honneur sur leur volonté que mes sœurs et moi gardions un lien avec notre culture et nos pays d'origine. Donc dès mes 6 mois, mes parents m'ont emmenée au Sénégal une fois tous les 2 ans. Je suis aussi partie au Sénégal pendant 1 an. J'y ai fait mon année de 5e à Saint-Louis, à l'école Aimé Césaire. Étant donné que je ne me conformais pas réellement, on va dire, aux standards de beauté, étant donné que j'étais la plus jeune en âge, j'étais la plus petite en taille, je n'étais pas la plus mince. J'avais au début du mal à m'exprimer, parce qu'il faut savoir que je suis une personne qui a tendance à souvent bégayer. Donc vraiment, je reviens de loin. Enfin, je suis fière aujourd'hui de représenter la communauté sénégalaise. Alors, sans aucun doute, ce qui a fait la différence, ça a été mon discours. Le fait que je parle wolof dans mon discours, mon élocution, que j'interagisse avec le public. D'après les jurys et les personnes qui sont venues me voir le jour de Miss Sénégal France, ça a été aussi mon sourire. Donc d'après eux, j'avais un sourire assez communicatif et donc, ça m'a permis d'avoir une présence scénique. Voir que les jurys sont venus plusieurs fois nous voir pendant nos répétitions sans qu'on sache que c'était les jurys. Et le fait justement de me voir que j'étais une personne joviale, respectueuse, rigoureuse, je pense que ça a beaucoup joué en ma faveur. Alors, en tant que Miss, je représente tout d'abord la diaspora sénégalaise à différents événements, que ce soit des événements culturels ou sociaux. Je suis une Miss très engagée dans le social. Je pense que ça, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Ce serait de créer au Sénégal un centre de formation gratuit pour les plus nécessiteux. J'ai eu à effectuer plusieurs maraudes et le 1er mai prochain, je vais en Sénégal pour accomplir mon projet humanitaire en lien avec la thématique de mon mandat qui est l'immigration clandestine. Le 6 mai prochain, j'organise un atelier à Dakar qui permettra à des jeunes Sénégalais de trouver du travail. Alors, toujours dans la thématique de mon mandat, j'aimerais créer un centre pour venir en aide aux Sénégalais en situation irrégulière. Alors j'ai aussi un projet qui me tient au cœur. J'aimerais vraiment essayer de renouer les liens entre les Sénégalais nés en France et leur culture. Donc j'aimerais mettre en place plusieurs ateliers pour permettre à des Sénégalais justement d'apprendre leur langue, d'apprendre l'histoire du Sénégal. Parce que malheureusement, durant mon aventure, j'ai appris que beaucoup de Sénégalais ne connaissaient pas le Sénégal et ne connaissaient pas en fait, leurs racines et leur origine. Et selon moi, c'est une des choses les plus importantes parce que avant de savoir qui on est, on doit savoir justement d'où on vient. Retour en plateau, Fatou Keita, Miss Sénégal France. Félicitations à elle. Et puis, elle annonce qu'elle sera à Dakar très bientôt, à partir du 1er mai. On serait très heureux donc de l'accueillir sur le plateau. Tu peux gérer ça? Bien sûr, j'imagine qu'elle nous suit. L'information est là. Si tu veux bien recevoir ou bien venir sur le plateau de Kinkeliba justement pour un peu faire la suite un peu justement de ce dont on parlait et voir qu'elle est très engagée. Vraiment, c'est une genre, lorsque j'ai posé des questions concernant ses projets, souvent les Miss vont te donner 1, 2, mais elle n'arrêtait pas d'en citer. Cela montre un peu son engagement. Rappelez que le comité Miss Sénégal France dépend un peu du comité Miss Sénégal ici. Au Sénégal, c'est eux vraiment qui prennent en compte tout ce qui est Miss Sénégal, que ce soit France, Italie, un peu partout dans le monde. Mais les critères ne sont pas les critères habituels des Miss. Les critères pourtant ne changent pas. Maintenant, on voit quand même
lors de l'élection, quand même, les membres du jury sont beaucoup plus ouverts. Autant une Miss va mesurer au moins 1,75 m, etc. Les critères de beauté selon le nez, etc., etc., etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis très fière de voir que le Sénégal, disons, juge, entre guillemets, avec ses propres critères. Il est dit nulle part qu'une femme, une belle femme doit être comme ça, elle doit mesurer plus de 1,75 m. Alors moi, j'apprécie cela. Maintenant, en parlant de cette diaspora, justement, le rôle de ces Sénégalais de la diaspora dans la culture. Aujourd'hui, lorsque vous allez demander, vous voyez un peu la plupart du temps sur les plateformes digitales, on va demander à des Blancs de choisir entre un Sénégalais ou bien un Malien. Ils vont juger selon les Sénégalais qui vivent avec eux. Mais ils n'ont pas été au Sénégal pour connaître les valeurs des Sénégalais. Maintenant, imaginez-vous, si on juge par exemple un Sénégalais, alors que ce Sénégalais qui vit en France n'a jamais été au Sénégal, ne connaît pas les valeurs des Sénégalais, etc. Ce n'est pas un Sénégalais qu'on juge, c'est un Français ou bien c'est un Italien. Parce que né là-bas, grandi là-bas, n'ayant vraiment aucun lien à part le sang avec son pays d'origine. Exactement. Alors, lorsque Fatou dit que oui, ses parents tenaient vraiment à cette authenticité, à chaque fois, ils poussaient ses frères et sœurs à venir ici au Sénégal pour connaître un peu la culture, savoir comment préparer du yassa et du thieboudiène. Cela, disons, montre un peu bien, cela participe justement à la mise en avant de la culture africaine et sénégalaise plus particulièrement. Et rappelez juste qu'en France, il y a plus de 160 000 Sénégalais qui sont là-bas. Maintenant, est-ce que parmi ces Sénégalais de nationalité ou bien d'origine sénégalaise ont les valeurs finalement de chaque Sénégalais ou bien du Sénégalais lambda? S'ils ne l'ont pas, finalement, ils ne sont pas Sénégalais. Hein. Ils n'ont jamais été ici. Ils ne connaissent pas comment préparer du thieboudiène. Ils ont juste le temps et le nom. Ils ne connaissent pas les réalités du Sénégal. Tu poses un problème très grand comme ça. On a 4 minutes. Mais c'est vrai qu'il y a... C'est ce qui fait que parfois, quand on retrouve dans des sélections européennes, des Africains, on se pose beaucoup de questions en se disant... Est-ce qu'ils sont vraiment africains? Est-ce qu'ils sont vraiment français, anglais, espagnols, etc. Pour certains, évidemment, les parents viennent d'Afrique, donc forcément, ils sont africains. Mais après, ils sont nés là-bas. La culture est différente, ils ont grandi là-bas. Et pour beaucoup, certains n'ont jamais mis les pieds en Afrique. Donc après, c'est difficile pour certains parmi eux de choisir le pays d'origine qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils choisissent en fonction de leur environnement. Et ça, c'est le travail des parents aussi, de pouvoir les reconnecter à la source. Mais ça, c'est aux parents de le faire. C'est aux parents de le faire. Je pense qu'ils n'ont aucune excuse parce que c'est pas parce que vous êtes resté longtemps à l'étranger que vos enfants y ont vu le jour qu'ils ne doivent pas, par exemple, connaître l'histoire de leur terre d'origine, de votre terre d'origine. Ça, c'est aux parents également de faire cet effort-là sur eux-mêmes, d'inculquer cela à leurs enfants. Il ne faut pas aller loin, il faut pas aller trop loin aussi. Restons ici au Sénégal. Il y a des enfants qui ont vu le jour à Dakar, qui ne connaissent que Dakar, que leur quartier immédiat, qui connaissent peut-être certainement que Fan Résidence, la SICAP ou bien, je ne sais pas, un peu ces quartiers-là. Vous leur parlez même peut-être de Tivaouane Peulh, voilà, Niag, Nyakourap, et tout cela, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. C'est aux parents de faire cet effort-là également pour que leurs enfants puissent connaître leur pays, se connaître. Des fois, souvent, comme j'aime bien un peu l'histoire, il m'arrive de croiser peut-être certaines jeunes filles, autres, je leur dis à travers leur nom de famille, alors, est-ce que vous savez, vous êtes d'origine d'où? Non, je ne sais pas. C'est incroyable, c'est grave. C'est grave, vous devez savoir. Ça vous permettra demain de mieux faire face à l'autre. Oui, tout à fait. De se connaître. C'est incroyable, c'est important et ça, c'est aux parents de le faire. Comme je disais, c'est un thème de discussion, un débat que tu nous emmènes ce matin. Elle, c'est un bon exemple parce que les parents ont fait ce qu'il fallait. Les dimanches, quand on rentre là, pour venir à Dakar, c'est tout un problème. On va à Dakar, elle me dit Dakar Djangreg, ma femme. Parce qu'elle se prévient à pire. Sous les manguiers, voilà, à courir. 2 minutes avant la fin de l'émission. Merci beaucoup, ma chère Toumani. On va redonner la parole à notre invité avant de refermer le magazine. Cette masterclass, parlez-nous-en. C'est le 3 mai, c'est ça? Ce sera où? Oui, ce sera le 3 mai à la Maison de la Culture Urbaine de Dakar, 6 à Ouakam. C'est la 2e édition de notre masterclass. On avait fait l'année passée une autre masterclass à l'Université Cheikh Anta Diop. Donc c'est un rendez-vous qu'on fait annuellement, juste pour inviter la classe du cinéma, les gens, les hommes de la culture et tout le monde, échanger sur des sujets qui nous concernent. Parce qu'à défaut d'avoir une école typiquement cinématographique, on essaie de créer des réflexions, de les enregistrer et de les archiver sur YouTube et partout pour que la progression de la connaissance continue
et qu'on ait ces données-là comme référence pour que d'autres générations viennent et ils voient où le combat a été mené, où on en est, ce qu'on a posé comme réflexion et que cela progresse avec le temps. Maintenant, le masterclass, c'est sur le cinéma, le soft power. On va essayer de décortiquer c'est quoi le soft power, c'est quoi aussi l'importance de la souveraineté du cinéma aujourd'hui, parce qu'on parle d'indépendance de la production dans le cinéma, dans les médias, dans les séries, partout de manière